Imagine que 100 Camerounais ramènent comme projet d'investissement et qu'ils ont obtenu les investissements de l'étranger, chacun 10 milliards de dollars. Est-ce que ça ne doit pas changer le budget du Cameroun? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on ne doit pas ressentir que quelque chose s'est passé? Bien sûr, l'impact se fait ressentir directement. Ça se fait ressentir immédiatement. On va dire que les 100 dons ont amené combien? Si chacun amène 10 milliards de dollars. Énorme. Le ministère des Finances ne serait pas en train d'aller faire les prêts à l'étranger. Vous comprenez? Donc, il faut revoir ce système-là, donner l'opportunité. Et aussi, nous, les hommes d'affaires, avoir les grandes visions. Est-ce que moi, Théophile Bertin, j'ai cette grande vision-là? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Et si j'avais déjà la petite vision que j'ai, on n'arrive pas à m'accompagner. Donc, il faut que l'État aussi nous aide, parce qu'on ne peut pas nous dire que ces gens-là font de même. La preuve en est que notre était là, le ministre des Finances. Évidemment, mais leur était aussi là, un discours. voilà. Mais ils sont accompagnés par leur gouvernement. Ils ne partent pas prendre l'argent là seuls. C'est ça. Il faut déjà que ils sont cautionnés. Voilà, le gouvernement se porte caution pour eux. Exactement. Oui. Et ça change tout. Oui. Donc, pour revenir à ce que la question, c'est oui et non. Pour vraiment faire les projets d'envergure, il faut nous donner la possibilité d'aller faire venir les fonds qui va créer les emplois. Parce que quand vous revenez avec 100 milliards de dollars, 1000 milliards de dollars que vous reversez dans les banques locaux, le personnel, il va changer, non? On va augmenter le personnel, non? Effectivement. Voilà, les assurances vont en profiter. Ouais. Les emplois vont aller dans tous les sens. Donc, tout le monde va en bénéficier. Va en bénéficier. Alors, donc, le Cameroun, si on adopte ce modèle, le modèle dont vous évoquez, le modèle de financement, être accompagné par l'État. Avant de vous poser cette question sur si le Cameroun peut devenir une puissance agro-industrielle en Afrique, au même titre que le Nigeria voisin, peut-être d'une commune mesure, la Côte d'Ivoire, même si on peut nuancer encore là. Est-ce que la taille de l'entreprise que vous représentez aujourd'hui, la valeur ajoutée que vous créez à l'économie locale réelle, si vous étiez importateur, est-ce que vous n'aurez pas eu plus de facilité et être accompagné par le gouvernement? C'est justement là où le bas blesse, Monsieur Bidjan. C'est-à-dire, quand tu te tues à être au champ, tu te bats, tu montes les entreprises et que tu vois que la priorité, c'est les importateurs. Que ce soit du côté de la banque, allez-y me chercher l'agrément pour importer 100 000 tonnes du sucre. Tout de suite, la banque me trouve les financements pour ça. Parce que, en termes des milliards. Parce que peut-être l'agrément porte déjà la caution de l'État aussi. Moi, je ne vois pas la chose comme vous. Oui, ça porte déjà la caution. Pourquoi dans d'autres domaines, on ne fait pas la même caution? Vous comprenez? Et le monsieur, il importe son sucre en 3 mois. Il a gagné 10 milliards. Oui. Et c'est la coule douce. Oui. Vous comprenez? Tandis que toi, tu es au champ, tu te bats, tu crées les emplois. Et pour faire importer le sucre, là, il n'a pas besoin de 2 personnes. Peut-être 2. Il a besoin d'un comptable et machin. On achète sous palan au port. Vous voyez un peu. Voilà. Tandis que chaque matin, tu portes la chaussure de sécurité. Tu dois parler aux enfants, parce que quand les enfants sortent de l'école, ils ne sont pas prêts à entrer dans l'industrie. Donc, quand tu les recrutes en premier temps, tu travailles énormément sur eux. Tu es en train de te casser la tête et puis les importateurs, ces choses-là font entrer l'argent facilement. Mais on aurait dû faire autrement. On aurait dû faire, par exemple, dans notre secteur, Jules, n'importe pas les non grata. Je ne sais pas, les gens qui ne sont pas de la filière. Or, si on le faisait dans le blé, si on le faisait dans le riz, mais les gens arrivent à voir les agréments pour faire entrer l'huile de soja, l'huile déjà raffinée, mais à la base, dans notre comité ad hoc, ce n'était que les acteurs qui importaient. Ça veut dire que quand tu souffrais à l'usine,
tu te disais que même s'il y a l'opportunité à l'importation, c'est toujours vous qui souffrez à l'usine, qui souffrez dans tout sur le marché pour promouvoir le produit local, qui allez bénéficier. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. N'importe qui. Oui, on parachute les gens qui n'existent même pas, les gens qui sont dans leur pays, qui cultivent maintenant leurs propres produits. On passe par les voies nuancées qu'ils apportent sur le territoire. Ça décourage aussi. Je prends l'exemple. Nous, on a voulu une fois faire la tomate, comme je t'ai dit, la tomate concassée, et le mettre conservé et le mettre dans les boîtes pour vendre. Mais on a été découragé. Pourquoi? Parce que toi, tu vas monter l'usine. Tu es en train d'acheter la tomate, le cajou qu'on vend en 1000 francs, nous, on avait estimé à 6000. Vous voyez? Et tu vas avoir quelqu'un à côté qui part et tu te retrouves avec 1 kilo de tomates peut-être dans les 800 francs. Et quelqu'un part importer la tomate, on exonère tout. Tomate entre guillemets, bien évidemment, et le kilo entre à 200 francs. Qu'est-ce qui peut te motiver à monter cette usine? Parce qu'on nous prend pour les incapables, même les gars qui partent jusqu'à se suicider parce que la tomate nous pourrit au champ. C'est parce qu'il n'y a pas la porte de sortie. Si lui décidait même de la transformer, il serait concurrencé par les gens qui ont bêtement les exonérations. Or, on aurait dû dire à ces gens-là que si tu montes l'usine pour ensacher le concentré de tomates importé, rassure-toi qu'il y a une usine pour transformer la tomate locale. De façon que si à la tomate locale, tu es obligé, c'est-à-dire obligé d'abord de l'acheter et transformer avant de continuer tes importations. C'est ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est vous qui avez utilisé le mot, vous avez appelé quoi? Les décisions quoi? Fortes. Les décisions fortes. Voilà. Tant qu'on n'a pas pris ces décisions courageuses et fortes et parler, parce que j'ai comme impression que nous, on est les boucs émissaires de la chose. Les plus riches là, on a peur d'eux. Surtout les expatriés là, on ne leur dit pas la vérité. Vous comprenez? J'ai vu nos compatriotes en Chine. Les conditions de vie, ils louent. Ici, les Chinois arrivent, ils font quelques habitats dans les lieux interdits. Allez en face du palais de sport, en allant vers la cité verte. Vous voyez là où les Chinois vivent. Dans les marécages, ou dans la loi camerounaise, c'est interdit. C'est interdit. Il sort de chez lui, il vient, il monte un truc dans un marécage, il dort là. Il mange les pâtes chinois, les nouilles là. Il verse l'eau chaude dedans, il mange, il fait. Et puis, ils font des grandes affaires, ils sont subventionnés, mais ils ne dépensent rien. Ils ne louent même pas la maison. Allez des deux côtés même de palais de congrès, ils vivent là à l'intérieur, dans les trucs préfabriqués faits par eux. Et c'est ça qui décourage aussi certains nationaux et fait qu'ils ne sont pas compétitifs. Parce qu'ils payent le plein pot et les autres, ils ne payent rien. On les protège. Je peux même aller loin. J'avais payé l'argent pour me faire les forages. J'avais aussi pris une entreprise chinoise pour me construire la savonnerie à l'époque, puisque j'étais plus en France. Il n'a pas fait le job. Il nous a fait perdre plus de 800 millions. Quand je l'ai amené là-bas au tribunal, on m'a dit quoi? Déjà, on me dit, un chef d'entreprise comme lui ne se déplace pas. Après, on me dit, et on ne veut pas d'incident diplomatique. Et l'Indien qui a pris l'argent de forage, il n'a pas fait. Quelqu'un qui a un camion, moi j'en ai 50. Lui, il a un seul camion pour faire les forages. Et je me rends, on me convoque avec lui au commissariat, j'arrive, on me regarde, on dit, mais attends, tu t'imagines qu'un entrepreneur indien va laisser ce marché qu'il a gagné pour venir ici parler d'un forage qu'il n'a pas fait chez toi? Entre moi et lui, qui a investi plus que l'autre. Lui, il est venu avec un camion et un groupe électrogène et il a pris quelques 3 gars au quartier et j'en ai 1000. On me dit non, il ne peut pas laisser son job. Et pourtant, moi, quand quelqu'un, en passant, ne connaissant même pas mon nom, on m'a convoqué jusqu'à faire un mandat d'amener sur un nom qui n'est pas on a écrit Choufo, Bertrand. Un inconnu. Et ce n'était même pas. Je n'avais aucun problème avec lui. On me dit, je suis allé au tribunal 8 fois, au commissariat 8 fois. Vous me comprenez?
En ce moment, je ne suis pas chef d'entreprise. On ne me considère pas comme l'Indien qui a un seul camion pour faire le forage, ou comme les Chinois qui dorment dans les marécages, qui sont exonérés de tout et qui portent l'argent dans les sacs pour aller chaque année. Ce n'est pas dire que j'ai quelque chose à faire. Je travaille avec la Chine. Mes usines, certaines sont montées en Chine. J'essaie juste de dire une vérité qui peut me coûter cher. C'est c'est souvent quand je vois le chef de l'État mettre autant d'argent pour les jeunes, je me dis, peut-être on ne lui dit pas la réalité de la chose. Parce que les gens là auront du mal, les jeunes là, on va les traiter des bandits, des voleurs, parce que ils ne s'en sortiront pas, parce que le système ne permet pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez déjà vu certains Malaisiens ici dans la rue vendre les Moulinex avec vous avez vu sur les motos. Oui. Alors, comment quelqu'un peut fabriquer les Moulinex de chez lui? Il vient avec les exonérations, il entre au Cameroun, il ne vend même pas, tandis que nos compatriotes ont les magasins d'électroménager où ils payent tous les impôts, ils emploient les gens pour travailler là, il vient, il sort son conteneur, il porte ses Moulinex, il passe de porte à porte vendre. Et même si ce Moulinex a un problème, tu ne sauras même plus où le retrouver. Au détriment des nationaux qui sont sur place, ont les magasins, et ça ne dérange personne. Et demain, vous allez dire, oui, on va aider les jeunes à importer. Il sera compétitif à partir, face à celui-là. Non. Je vous passe juste les simples réalités, Monsieur Bidjan. Alors, Monsieur Thiaufo, puisque nous acheminons vers la fin de ce podcast, de cette émission extrêmement inspirante et importante avec un invité de haut vol tel que vous, avant d'entrer dans quelques questions personnelles et inspirantes, le Cameroun a-t-il aujourd'hui toutes les capacités d'être un grand pays agro-industriel si on met de côté ces goulots d'étranglement, ces freins, et qu'on décide d'apaiser un certain nombre de choses, de planifier un certain nombre de choses et de permettre à ce que les acteurs économiques camerounais locaux qui ont fait leurs preuves puissent mieux s'exprimer. Est-ce que le Cameroun peut être considéré d'ici 5 ans, 10 ans comme le Nigeria? Plus que le Nigeria, si on est un peu sérieux, juste un peu sérieux, Monsieur Bidjan. Moi, je fais le tour des campagnes, les jeunes sont prêts. Et les jeunes travaillent. Il faut juste cet encadrement-là. Il faut juste rassurer les industriels camerounais que tu peux faire. Non, c'est possible. On serait même dans les 5 ans, on va plutôt exporter les excédents. Crois-moi, Monsieur Bidjan, on a ces capacités-là. Il faut juste régler les petites choses. Alors, on va rapidement entrer dans quelques questions personnelles et vous allez nous dire quel est votre avis là-dessus. Première question, Monsieur Bertin Thiaufo, que représente aujourd'hui l'argent pour vous? L'argent, il faut déjà comprendre. Moi, je définis l'argent comme le bien matériel le plus reconnu au monde comme intermédiaire d'échange. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. C'est-à-dire, l'argent pour moi, par définition, c'est le bien matériel le plus reconnu au monde qui vous permet comme intermédiaire d'échange. Et si on reste justement sur ma définition là, l'argent représente donc beaucoup de choses. Parce que dans le monde que nous vivons, on ne peut plus rien faire sans échange. Et l'argent intervient donc dans les échanges. Que ce soit pour me déplacer jusqu'ici, il y a eu échange. Dans notre discussion, pour que tu publies ou pour que il y aura échange. Effectivement. Donc, à chaque moment, il y a les échanges. Et pour qu'il y ait échange, on les mesure à la hauteur de l'argent. C'est-à-dire, on utilise cet argent. Si je me base que sur ma définition, qui peut ne pas être bonne. Vous voyez un peu. Donc, l'argent est quelque chose, bien que ce ne soit pas tout ce qu'il faut pour réussir ou bien pour vivre, mais l'argent représente un maillon essentiel pour la vie aujourd'hui. Même pour avoir la bonne air à respirer, tout à l'heure, tu étais obligé de conditionner l'air. Oui. Voilà, pour la conditionner, il faut payer. Et donc, pour vous, l'argent fait le bonheur? Non, contribue au bonheur.
l'argent contribue au bonheur. Oui, C'est quoi justement la différence selon vous entre l'argent fait le bonheur et l'argent contribue au bonheur? L'argent, quand quelqu'un prend l'argent comme ce qui fait le bonheur, il ignore tout parce qu'il y a les facteurs qui dépendent de l'être suprême que même l'argent ne peut pas acheter. Mais s'il prend l'argent comme l'outil qui contribue au bonheur, oui, il a tout compris parce que je cherche l'argent pour que ça contribue à mon bonheur, mais ça ne peut pas faire mon bonheur. Quelles sont les valeurs qui guident votre parcours? Le travail, Monsieur Bijan. C'est-à-dire, j'aime travailler et c'est ce que j'enseigne aux jeunes. Réveillez-vous tôt le matin, il n'y a pas de petit travail. La preuve en est que j'étais simple technicien de surface. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur. De ne pas rester à la maison. Le travail, peu importe le travail. Mais certains vous diront qu'ils travaillent depuis la nuit des temps, si vous me passez l'expression, mais ils n'ont jamais connu le bonheur. Pourtant, ils travaillent chaque matin, ils se lèvent de bonne heure, ils rentrent très tard le soir, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe, leur vie n'arrive pas à décoller. Oui, mais Le travail, vous le considérez comme un tremplin d'épanouissement ou alors un tremplin qui devrait amener chacun à avoir de l'argent pour contribuer à son bonheur? Monsieur Bijan, il est vrai que dans les conditions que nous vivons, les gens ne travaillent plus pour eux-mêmes. Un salaire, c'est pour 10, 20, 30 personnes. Ceci peut aussi amener certains à se dire qu'ils travaillent, ils ne voient pas le fruit de leur travail. Parce que nous, on a 80 personnes qui sont au chômage ou font dans l'informel. Du coup, ceux qui travaillent, et comme on est bantou, ils travaillent pour tous les autres 80%. Et c'est ce qui fait que certains se disent que non, ils travaillent, ils ne voient pas le changement. Mais ça pouvait bien changer quoi s'ils restaient à la maison. Ils devaient même déjà avoir beaucoup de problèmes parce que ce n'est pas facile de rester sans rien faire. Vous comprenez un peu. Et puis que ceux-là comprennent de grâce que je leur dise une chose. Il y a un président africain qui disait, le salaire, quand on touche le salaire, on mange le poulet. Quand le salaire commence à finir, on mange les dérivés du poulet. Et quand le salaire finit, on mange la nourriture du poulet. Et le jour où on part en retraite, on commence à marcher comme ce poulet pour chercher de quoi se nourrir. Et à la fin, il a dit, le salaire est une sémence. C'est la vie du poulet. Vous comprenez? Il faut donc s'aimer. C'est-à-dire, le salaire est comme une sémence. Quand tu gagnes ton salaire, peu importe le montant, peu importe la pression que tu as, essaye de mettre un peu de côté. Un peu. Quelles que soient les conditions, bats-toi, organise-toi. Tu ne peux jamais résoudre tous les problèmes. Les problèmes, il y en aura toujours. Je sais que c'est très difficile. Ça va blesser certaines personnes, mais il faut faire ces efforts-là. Mettre un peu à côté. Alors, Monsieur Thiaufo, aujourd'hui, vous êtes le PDG de Pafixar, qui est une entreprise multidimensionnelle, qui a fait son bonhomme de chemin. Vous êtes épanoui professionnellement, on le voit. Malgré que vous soyez dans les champs, il y a d'autres activités connexes que vous menez. On sait également que vous avez pu bâtir quelque chose d'assez grand ou d'assez grandiose. Au Cameroun, votre domicile, on a vu des images qui ont circulé dans une interview. On va pas peut-être revenir sur ça. On peut dire que vous êtes aujourd'hui un homme comblé, épanoui. Mais ma question est celle de savoir qu'est-ce qui vous motive quand vous vous réveillez chaque matin, malgré tout cela? Monsieur Bijan dit que je ne sais pas. Le français est compliqué. Quand vous dites épanoui, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. Vous n'êtes pas épanoui? Bon, qu'est-ce qu'on met dans épanoui? Professionnellement, financièrement, socialement. Vous occupez quand même un rang aujourd'hui.
qui est non négligeable. Bon, Certes, vous avez dit tout à l'heure que quand vous dites je suis un planteur de manioc, on vous renvoie au fond de la salle, mais quand vous dites je suis le promoteur, je suis le PDG de l'entreprise qui fabrique cette eau, on vous envoie devant. Mais qu'est-ce qui continue de vous motiver malgré cela? On peut quand même dire que vous avez atteint une autosuffisance financière qui vous permet aujourd'hui de vous mouvoir. C'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, je vois beaucoup d'échecs, je vois beaucoup de choses que je suis en train d'essayer de faire et refaire, que je veux à tout prix le faire, et je demande la grâce de Dieu pour le faire. Moi, je ne me trouve pas dans tout ce que vous avez dit aujourd'hui, tout à l'heure là. Vous refusez de reconnaître que vous êtes riche? Non, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait déjà dans ma vie, pour ce qu'il a fait. Je dis merci. Mais peut-être l'apparence peut aussi tromper. Et que moi, je ne me vois pas comme celui qui est arrivé. Parce que il y a beaucoup de choses que moi et mes équipes, on a pensé faire, qu'on a du mal à faire, que nous, on se pose la question, est-ce qu'on travaille suffisamment? Est-ce qu'il ne faut pas se réveiller encore plus tôt et mettre plus d'énergie pour atteindre ces objectifs-là? Mais loin de ne pas rendre grâce à Dieu pour ce que je suis aujourd'hui, le fils d'un planteur, d'un petit vendeur de pain, né d'une famille de 36 enfants, dont le papa n'avait pas grand-chose. J'avais vu le carnet de banque de mon père. Le plus grand montant qu'il avait déjà eu, c'était 700 000 francs. Et que je me retrouve à ce niveau aujourd'hui, je dis merci à cela. Mais, et à Dieu aussi, surtout d'abord à Dieu. Mais t'as dit que je suis arrivé et que je ne devrais pas me réveiller tôt le matin. Non. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à donner. Et je me dis, la charge et la responsabilité que Dieu m'a donnée, je n'arrive pas à le faire. Parce que je me dis au dernier jour, parce que ta vision vient d'où? Et si tu n'arrives pas à réaliser cette vision-là, parce que ça ne vient pas d'ex nihilo, ça vient de quelque part. Ça veut dire que quelqu'un t'a donné cette vision-là, il faut l'accomplir. Et si tu ne le fais pas, à chaque moment, je me dis, qu'est-ce que je répondrai demain? Qu'est-ce que j'ai fait de la vision? C'est ça. Et elle est aussi grande que tu peux imaginer. C'est ça. Vous parlez de la vision. Moi, j'ai envie de vous poser la question, quel a été votre plus grand échec? Pafik est la somme des échecs. Ma vie est la somme des échecs. Vous pouvez nous raconter? Oui, j'ai fait presque tous les métiers du monde. J'ai poussé, j'ai vendu les almanachs après la Coupe du Monde où le Cameroun avait fait fort en Italie. J'ai vendu les posters des joueurs fabriqués au Nigeria. Je tenais à main pour vendre à 50 et à 115. J'ai poussé, j'ai été chauffeur de taxi, j'ai fait la ligne Bamenda, Big Bingo, Bamega, Bamboui, j'ai fait le tour. J'ai fait beaucoup de choses. À chaque moment, j'entreprenais. Si ça s'arrêtait là, je reprenais. J'ai vendu les voitures d'occasion. J'ai été technicien de surface. Il y a eu les échecs et les échecs. Quand on commence par FIC, les échecs, je ne peux pas t'en parler. J'ai parlé du Chinois qui avait mal fait le bâtiment. On vient avec les machines. Vous savez, Yaoundé, c'est les collines. Il avait mal fait les emblées. Les machines se sont embourbées, la toiture n'était pas très bien faite, on ne pouvait pas accrocher les poulies pour tirer les machines. On a pris 6 mois à déterrer les machines. Après avoir fait la première production, le toit s'est envolé, la pluie a mouillé tout le savon. On était dans nos débuts, on a eu cours de vol, les gens qui prennent, qui ne remboursent pas. Il y a toujours les échecs, mais nous, on arrive à surmonter. C'est pour ça que je dis aux jeunes que nous, si on pouvait, les difficultés, je ne sais pas où commencer, mais je mets Pafik et ma vie comme la somme des échecs. D'accord. Quel est, selon vous, le conseil que vous pouvez donner à la jeunesse camerounaise au sortir de cette émission? Et avant de parler de votre plus grande ambition, on va sortir par là, et particulièrement à la jeunesse qui souhaite entreprendre dans l'agriculture. De ne pas avoir peur.
et que c'est le contraire qui les surprenne de réussir au premier coup. Qui se mettent dans la tête, qui vont faire et refaire. Et ne pas se contenter pour celui qui réussit au premier coup, qui s'en félicite, mais qu'ils se disent que un de mes mentors me disait, si tu n'as pas croisé Satan en route, c'est que tu fais chemin avec lui. Et il peut t'assommer à tout moment. Donc, vaudrait mieux le rencontrer et vous gérez vos problèmes et tu continues. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, s'ils réussissent même au premier coup, qu'ils s'attendent à beaucoup d'autres choses plus difficiles. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas réussir. Qu'ils entreprennent et qu'ils s'accrochent. Mais écoutez ce que vous avez dit tout à l'heure concernant l'entrepreneuriat au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de leur faire peur? Même pas. La preuve en est que je suis là. C'est parce que l'émission a un temps déterminé, on reviendra. On reviendra sur ça. Oui. Donc, non, nous, on est dedans, d'autres sont là. J'ai envie de demander, malgré la difficulté des choses, Monsieur Bidjan, nous, on est vos aînés de loin. À notre époque, nous, on a une bouteille d'eau sur la table. À l'époque, il y avait la sauce Tanguy. À l'époque, on mettait dans des cartons. On ne mettait pas dans ça se vendait que dans les pharmacies. Aujourd'hui, au Cameroun, on compte plus de 150 entreprises qui font dans l'eau minérale. Ouais. Ce n'est pas dans les mêmes conditions que les gens ont créé ces entreprises-là. C'est ça. À l'époque, à Yaoundé, on connaissait 2 supermarchés. Est-ce que tu peux en compter? C'est plus de 1000 aujourd'hui, vous comprenez? C'est dans les mêmes conditions que ces gens-là ont pu créer les supermarchés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il faut, au Cameroun, on comptait les usines à Douala. Bon, maintenant, quand tu prends la route, tout le port est plein. Vous ne pouvez même pas en voir l'endroit pour faire l'entreprise là-bas. Si vous prenez la route Douala-Limbé, c'est aligner les entreprises presque jusqu'à Limbé. Maintenant, on prend vers la route d'Edea, Kribi, on l'envoie aligner. Partout, il y a les entreprises. C'est dans les mêmes conditions actuelles que certains, donc je ne les décourage pas. C'est difficile. Et qu'ils sachent que le jour où le gouvernement va aussi donner la possibilité, les choses seront plus douces, seront très loin. Le gouvernement donne la possibilité, mais peut-être que les personnes qui bénéficient de ces possibilités ne les exploitent pas bien. Exactement. Tout à l'heure, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez un modèle en dehors de vous? Est-ce que vous avez un modèle d'homme d'affaires, d'entrepreneur au Cameroun qui vous inspire, dont vous admirez le parcours? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns et pourquoi? Il y en a que j'ai cherché à rencontrer, je n'ai jamais eu à les rencontrer jusqu'à leur décès, comme le père Photo. Il m'inspire beaucoup. C'est un homme très, très courageux. Vous croyez à son histoire qu'il est parti de vendeur d'arachide à milliardaire? Je crois. C'est possible. Et même dans ses ambitions, c'est possible. Et beaucoup même, parmi mes amis, je te parlerai de Tani de Dorf. Oui. C'est un ami très proche à moi. Son histoire est vraie. D'ailleurs, que ça accompagnait des photos, tout le monde le voit, parti de loin. Vous pouvez parler de mon ami Timo de Santa Lucia, ce sont les gens ce sont les bosseurs. C'est un ami, à chaque moment, je ris quand il me disait qu'au nord, il vendait le pain avec la pâte d'arachide parce que les arachides étaient très moins chers au nord. Il prenait les baguettes de pain à la boulangerie et chargeait. Je crois. Si Photo avait fait à l'époque, si Santa Lucia l'a fait, si Dof l'a fait, les autres peuvent aussi le faire. Je cite que les gens que tout le monde connaît, mais il y a des histoires. Moi-même à Pafik, j'en connais. Quand tu viens à l'entrée de Pafik, il y a un jeune homme il gagnait 80 000 francs à l'époque où on venait de démarrer, et il travaillait à la presserie parce que le travail était très difficile. Donc, c'était les premiers entrées dans les cars. 6h, 14h, 14h, 22h, 22h, 6h. Donc, il avait profité de ça et chaque fois qu'il devait travailler à 14h, moi, en venant au travail, je le voyais en route avec les morceaux de savon la villageoise 250. Je me disais, mais ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est plus tard que j'ai compris quand il est venu me déposer sa démission pour être à son compte. Je dis, mais comment ça? Il me dit, patron, chaque jour, je vendais 2 cartons de Pafik, quelle que soit l'heure, parce que j'avais toujours l'intervalle de 8 heures de libre, si ce n'était pas la nuit et puis je me faisais 5 000 par jour. C'est-à-dire porter
les cartons sur la tête, il disait de ça. Aujourd'hui, il a un grand magasin à l'entrée de l'entreprise, il vend la provanderie, un peu les produits papier. Il a sa ferme, il a acheté un terrain, là, il s'est construit, il est marié aujourd'hui, Wow. et il fait son petit chemin. Donc, je crois. Vous en êtes Que ça- fier de voir Très certains fier. de vos collaborateurs Oui, très fier d'ailleurs. qui viennent déposer leur démission parce qu'ils ont des ambitions personnelles, parce qu'ils ont des rêves. Bien Et évidemment. aujourd'hui, voir leurs rêves se réaliser, vous, en tant que leur mentor, quel est le sentiment Mais qu'est-ce au-delà de que la fierté? j'ai vu les bataillons, j'ai vu tes enfants qui s'activaient tout à l'heure. Je préfère les mettre les enfants. Hein. Ce sont tes employés, ce sont tes proches. Mais s'ils ont cru à ce projet au départ, ils sont comme tes enfants. C'est-à-dire, ils ont un père qui a un rêve et on veut l'accompagner. Et si demain, tu ne veux pas leur progrès, c'est que tu es hanté. Mais il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui ne croient c'est pas. ces enfants-là qui vont te porter. On va dire, ouais, lui, il avait commencé avec Monsieur Bijan. Ouais. Il tirait les caméras, il faisait ceci. Ouais. Si toi, et Monsieur Bijan, on ne reconnaît pas la valeur d'un grand homme pour ce qu'il est, hein, mais c'est pour ce qu'il a fait pour les autres. Donc, quelle que soit ta grandeur, si tu n'as rien fait pour les autres. Mais souvent, quand on se détache, certains ont tendance à parler très rapidement de trahison. Non, ça dépend de comment on se détache. Vous m'avez posé une question que je n'ai pas répondu jusqu'à la fin. Vous m'avez demandé les listes de gens que je veux suivre. Oui, Monsieur Assa Samuel, qui a les groupes des hôtels Starland, qui fait dans beaucoup de choses. Dans l'ombre, c'est le style d'homme d'affaires que j'aime imiter. Des forces tranquilles, des gens qui bossent dur, mais qui ne se mettent jamais au premier plan. Ce fut mon patron. Ah, d'accord. Mais si au sortir d'ici, je l'appelle que j'étais à ton émission, je veux qu'il suive, il va le suivre de bout en bout. Oui. Parce que j'ai su comment me séparer de lui. Malgré que si tu as un problème, le problème n'est pas se séparer avec ses patrons. Tous mes patrons, que ce soit juifs en France, que ce soit maghrébin, que ce soit camerounais. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Paul-Francis Massoma, il y a Serge Azibadé, il y a Jean-Pierre Bianda. Je pars chez eux quand je les demande de l'aide. Il n'y a pas 3 mois, j'étais chez monsieur Paul-Francis Massoma quand il est rentré, parce qu'il s'installe au Cameroun aussi, pour aller discuter avec lui. Ça dépend de comment, de l'entretien, des rapports. Il y aura toujours les problèmes. Vous comprenez? Mais comment tu gères? C'est toi le plus petit. C'est ça. Ce sont quel que soit l'âge, c'est toi le plus petit. C'est ça. C'est toi qui vas te rabaisser. C'est toi qui vas chercher les solutions. C'est toi qui dois te soumettre au truc. Parce que quand tu te sépares mal avec ton patron, ça peut te rattraper. Exact. Mais si tu le fais bien, le patron même va dire, voilà mon fils. Et quand tu vas passer, tu serais fier de dire que vous ne me reconnaissez pas, je suis le fils de temps. Et on va te donner un coup de pouce. Ouais. Parce que le patron même parle bien de toi. Le problème, c'est que on n'accepte pas se rabaisser. Aucun patron ne accepterait très vite perdre son meilleur élément. C'est ça. Mais ça a l'élément de convaincre le patron d'accepter tout et chercher à ce que cette relation reste. Et je me réjouis de ce partage d'expérience parce que, Merci. et je sais que j'en ai discuté d'ailleurs à certaines circonstances avec vous, et vous m'avez pas mal conseillé là-dessus lorsque je vous disais que j'avais un projet de me lancer personnellement. Et voilà, aujourd'hui, certains qui ont cru essayer de brouiller un peu les pistes sont surpris de voir mon ancien patron et moi, que je considère d'ailleurs comme un père, dans des bonnes conditions, aller le voir, cheminer ensemble, discuter sur un certain nombre de choses. Parfois, quand ça ne va pas, je l'appelle. Je lui dis, patron, comment vous avez fait pour vous en sortir sur telle chose, sur telle chose? Il m'a même dit, je peux te donner des financements à travers Vision Finance. Si tu veux, je lui ai dit, non, pour le moment, je veux d'abord maîtriser le business. Je veux d'abord structurer le business. Et le moment où j'en aurai besoin, je reviendrai vers vous. Et je suis fier de partager ces circonstances avec vous et de comprendre et de me réjouir que peut-être je suis aussi sur la bonne voie. Et Exact. cela m'amène à vous poser la question. Je m'en voudrais si je ne prends pas votre avis là-dessus. Comment appréciez-vous le projet Digital Bee
qui va accompagner les entrepreneurs, qui va accompagner le Cameroun positif, qui va accompagner le monde des affaires, qui veut être une plateforme pour tous ceux qui entreprennent au Cameroun, pour parler de l'économie, pour parler de la finance, pour parler de tout ce qui concourt à la création de la valeur ajoutée dans notre pays. Oui, avant de répondre à ça, Monsieur Bijan, vous savez, j'étais très fier quand je suis arrivé ici. Je me suis dit, une fois, on m'a écouté. Quand on était chez moi à table, oui, je préférais préciser, et quand vous m'avez parlé de votre départ ou de créer votre studio, j'ai été clair avec vous. Que Monsieur Bijan, en tant qu'aîné et quelqu'un qui a travaillé pour les autres, tu gagnerais en te séparant très bien avec ton patron. Ça a pris du temps. Je pense qu'on tourne à 1 an. Là. Ouais. Donc, vous avez pris le temps, vous avez organisé et vous êtes, je suis très fier. C'est d'ailleurs pour ça que je suis aujourd'hui ici. Et c'est pour cela aussi que j'ai voulu que vous soyez mon premier Voilà, invité. je suis très fier. Parce que vous êtes le premier à qui j'ai partagé cette idée il y a 1 an. Voilà. Pour vous dire que voilà, je projette de faire ci ou ça. D'accord. Et maintenant, pour revenir au projet proprement dit, je suis très fier que ça ne soit pas politisé. C'est un projet business et on attendait que ça au Cameroun. Faites du 100% business et vous-même, vous allez voir le changement. C'est-à-dire, les gens ne viendront pas vous dire il y a eu changement parce que vous avez lancé un tel. Vous-même, vous allez observer et voir le changement. Restez dans ça. Parler, laissez les gens parler librement comme vous m'avez laissé parler librement du business sans politique et vous allez voir. On espère, pourquoi pas, un partenariat entre Digital Bee Agency et Pafixar. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec le temps, on verra, Monsieur Bijan. Merci beaucoup. Alors, vous en prie. Monsieur Thiofo, oui, quelle est votre grande ambition aujourd'hui pour le Cameroun, pour Pafixar? Aujourd'hui, quand je dors, Monsieur Bijan, mon plus grand rêve, c'est me réveiller un matin en me couchant le soir, être sûr qu'1 million de Camerounais ont consommé Pafi et au coût relativement bas. Que, en d'autres termes, que Pafixar a servi 1 million de repas aux gens, quel que soit le canal. Alors je serai un homme heureux. Peut-être je dirais que j'ai réussi comme tu posais la question. Ouais. Mais tant que je n'atteins pas ces objectifs, pour moi, ça serait l'échec. Monsieur Bertin Thiofo, votre parcours est celui d'un entrepreneur qui fait et qui a fait de la transformation locale un levier stratégique pour le développement de notre pays, le Cameroun. De la précarité à l'industrie, vous incarnez aujourd'hui une génération d'entrepreneurs africains convaincus que l'Afrique doit produire, transformer et consommer localement. Merci infiniment d'avoir été notre tout premier invité dans ce podcast. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre podcast. Merci, Monsieur Bijan, et bon courage. Merci.